Bon, on change d'univers. Moi, je suis dans l'immersion. Je représente l'école d'architecture. Nous sommes une école professionnalisante et je fais partie des enseignants professionnels. Donc, l'exégèse n'est pas mon terrain, ce qui fait que je suis venu avec quelque chose qui est plus au ras des pâquerettes, mais qui pourra servir à nourrir vos réflexions savantes. Voilà. Et je compte sur votre indulgence. Deuxième chose, Franck, merci de m'avoir invité. Et comme d'habitude, j'ai un peu trahi le sujet en cours de route, en tirant parti d'un événement qui me touche beaucoup, qui est que il y a 10 ans, le 02-02-02, nous perdions Jacques Ondelat, qui était notre patron de l'école et qui était un type absolument sensationnel avec un imaginaire démesuré. Et sa fille Raphaël a décidé de faire pour fêter ça une exposition de certains de ses travaux à Paris, qui sera inaugurée le 12-12-12 dans quelques jours. Et bon, Raphaël est actuellement à Buenos-Aires pour 3 semaines dans le cadre d'une mission, donc je n'ai même pas pu lui proposer de venir, mais nous nous sommes vus il y a quelques jours et avons parlé de ça, et elle est assez contente qu'on dise quelques mots agréables de son père pour parler d'imaginaire. Donc voilà ce que ça donne. Mythogénèse et mélancolie, c'est le titre que Jacques Ondelat a donné à sa petite autobiographie, on pourrait dire autobiographique, parce que lui-même n'est pas un grand rédacteur, mais c'était un grand porteur de projets, et ça a été quelqu'un d'assez sensationnel pour notre école, parce que il a introduit dans un monde parfois un petit peu trop pragmatique et rationnel, beaucoup de poésie, et de poésie du lieu, de géopoétique peut-être, et il s'est intéressé de manière parfois provocante à inoculer de l'imagination, du mythe dans des projets publics le plus souvent, qui avaient vocation à être plutôt sérieux et orthodoxe. J'ai mis les quelques mots de Catherine Tasca, qui était ministre de la Culture lorsqu'il est décédé, et qui insiste sur son esprit frondeur et malicieux. Je crois que ça le décrit assez bien. Voilà, donc quelques mots sur le travail de Jacques Ondelat, et qui me permet de nous situer entre Bordeaux et Nantes. On ne va pas jusqu'à Nantes, on s'arrête à Niort. Alors j'imagine que si je clique là-dessus, ça marche. Voilà. En une image, il y a très peu de photos de lui, curieusement. C'est très difficile de trouver, donc j'ai pris la couverture du petit bouquin fait par l'Institut français d'architecture à l'occasion de son exposition là-bas, et puis la couverture du bouquin de Patrice Boulet, des gratte-ciel dans la tête, qui est en souvenir d'un chantier qu'il a fait à Bordeaux, d'un aménagement d'un hôtel particulier pour une personne handicapée. Et il y avait 3 niveaux dans le bâtiment, et il a mis un ascenseur, et les 3 boutons avaient respectivement comme étage 22, 67 et 83. L'air de dire que on pouvait dans l'imagination aller au-delà de l'espace qui était défini. Et donc Jacques Ondelat avait toujours une idée de nous projeter dans un rêve qui était au-delà de l'espace présent. Je n'ai choisi que 2 exemples, c'est pour ne pas faire un diaporama de vacances. À Bordeaux, on connaît assez bien son internat du lycée Gustave Eiffel, devant lequel vous passez si vous vous rendez à la gare, alors qui a été malheureusement gâché. On lui a fait supprimer tous les catadioptres qui étaient dessus. Il était absolument splendide, parce qu'on voyait les phares des voitures. Il y avait une petite ponctuation entre ces... Oui, il faut le connaître. Tout ce que vous voyez en façade, ce sont des rails de sécurité autoroutiers. Tout le matériel est absolument routier, autoroutier. Le lycée Gustave Eiffel étant un lycée technique orienté matière et
des transformations, et d'une part et d'autre part son bâtiment dans une articulation avec la gare qu'on voit au fond du cours de la Marne, il a décidé de dédier son bâtiment au mouvement et aux moyens industriels, et d'en faire quelque chose d'extrêmement narratif, en mettre un imaginaire qui était le sien. L'architecte des bâtiments de France de l'époque, Hérat, a bien sûr totalement refusé de ça et a demandé très officiellement qu'une façade conforme au passé de Bordeaux soit mise à la place de celui-là. Et Jacques Condelat a pris une représentation de la ville datant du XVe siècle, à l'époque où toutes les maisons bordelaises étaient à colombage. Et donc il a fait un projet de façade à colombage, tout à fait conforme au passé de la ville de Bordeaux, et a fait étudier, chiffrer, enduit à la chaux entre les colombages. Et Hérat, qui avait quand même le sens du ridicule, et voyant où Condelat voulait l'amener, donc a accepté que la scénographie initialement prévue soit mise en place. En prime, ce projet qui tenait énormément à cœur à Jacques Condelat était aussi un hommage à un de ses grands amis, Jean Nouvel, avec qui ils ont été en première année à l'école d'architecture de Bordeaux, puisque avant de s'échapper assez rapidement, Jean Nouvel a été étudiant, c'était à l'époque l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, en ville. Et je plaçais là, parce qu'il y a quand même une résonance de l'un sur l'autre, une citation, si on veut, dans le travail de Jacques Condelat, de Némosus, où Nouvel, qui avait le même esprit de transgression, de transformation de l'image et de jeu avec la réglementation. Il y a tout ce qu'on veut là-dedans. C'est un multiple en termes de stratégie, de contournement de la règle, de la norme et de la commande, hein, de la part de Jean Nouvel, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent chez Jacques Condelat. Et je l'ai mis parce que c'est dans le livre Des gratte-ciels dans la tête, c'est Jean Nouvel qui a rédigé une belle préface très amicale. Il faut dire qu'entre le temps, Patrick Goulet a écrit le livre du vivant de Jacques Condelat, mais il a été publié alors qu'il était décédé, donc c'est un bel hommage de Jean Nouvel qui lui a été dédié à ce endroit-là. Alors j'ai mis des définies citations, je les ai un peu compactées, les mots qu'aimait à répéter et sur lesquels il insiste dans ses écrits. La mythogénèse, c'était vraiment son truc, c'était son enseignement. Faites-nous des projets mythogènes, mettez de la futilité, on a besoin de rire, on a besoin d'être heureux, le sérieux ne nous fait pas vivre. Et alors c'est amusant parce que c'est en relisant justement son livre, c'est Mythogénèse et Mélancolie, hein, et ça c'est pour Stéphanie, c'est assez drôle. Hein. Tu as vu, et donc j'ai trouvé ça l'autre jour, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, les grands esprits se rencontrent. Vous avez un sujet en commun. Voilà, et puis donc, définition d'esquisse, qui montre combien, pour lui, être architecte et produire pour la ville, c'était un engagement physique. Il était dedans quand il esquisse, c'est lui-même qui le produit, le dessin est un prolongement de lui-même. C'était quelqu'un qui était extrêmement fusionnel, affectif dans les choses qu'il produisait. Ce qui faisait que parfois, d'ailleurs, il était un petit peu incontrôlable. Et alors j'ai choisi un projet et un seul qui est à mi-chemin de Nantes et de Bordeaux, et donc qui convient à la question géographique et puis de l'imaginaire des villes. Il s'agit d'un concours public, et Jacques Condelat, qui se trouve opposé à des urbanistes et spécialistes de l'aménagement urbain extrêmement orthodoxes, vient avec une contre-proposition poétique et transgressive qui, au lieu de miser sur de la transformation des espaces, il refuse de transformer quoi que ce soit. Il dit cette ville de Niort est absolument parfaite, ne changeons rien, changeons des indices
les futilités dont il parle. Mettons des petits indices qui changent la narration de cet espace conservé. Et alors, il remporte le concours, et dans le projet qu'il fait, il décide d'inventer une légende qui colle assez bien avec la présence de la Sèvre et de ses bras et de rivières dans la ville, inventer une légende, comment dire, fluviale et mythique. Il invente ce dragon qui serait caché du côté de la place, dont j'oublie le nom, au faubourg de Ribray, place Saint-Jean, je crois, oui, par la porte Saint-Jean, et il obtient même de la mairie que sur le site de la mairie, on mette un texte comme si c'était une réalité historique identifiée, disant qu'il y a eu on racontait qu'il y avait un dragon qui se cachait à cet endroit-là, et il semblerait, alors j'en ai pas d'illustration, que dans le musée municipal, il y ait une vraie fausse pierre tombale de celui qui a oxy le dragon, c'est-à-dire qu'il a semé le faux pour générer une dynamique urbaine tout à fait renouvelée. Et alors, il ne s'est pas arrêté là, j'ai essayé d'être court sur les images pour ne pas abuser. Il a installé, c'est ce qu'on voit à droite de l'écran, ce qu'on appelle des palines, hein, donc les poteaux des gondoles, hein, pour attacher les voitures, parce qu'on est dans la Venise verte du Marais Poitevin. Et donc, quand même, il était audacieux. Et alors, Franck, je ne suis pas loin du sujet quand même. J'ai essayé de trouver quelque chose qui rejoignait. Et dire que justement, avec des choses futiles, et on peut arriver à générer un certain merveilleux. Alors, c'est un aparté, mais l'image de gauche, on est donc en 1992, c'est une image numérique. Pour ceux qui utilisaient déjà un ordinateur à l'époque, et qui, comment dire, je vois un qui sourit au fond, on était, comment dire, les photos immersives, c'était une prouesse technique d'arriver à faire ça. C'était un as de la fenêtre. Ah oui, puis un casse-pied, parce qu'il avait décrété que notre école était l'école du zéro papier. C'était assez étonnant parce qu'il il nous emmène dans des légendes médiévales ou antiques peut-être, mais il nous projette de l'autre côté dans un futur assez incroyable. Donc il jouait de tout. Il était vraiment, c'était quelqu'un de très étonnant, pas toujours facile à cerner parce que, alors j'ai juste mis, c'est une liste, on ne commentera pas, il y a toute une série d'objets complémentaires qui sont ces futilités, les objets du quotidien de la ville, qui viennent ponctuer Niort pour contribuer à un sens décalé, à inventer un génie du lieu un petit peu particulier. Je ne vais pas vous parler de chacun, mais la diapositive suivante va montrer un petit peu sur ce qu'il y a dans sa boîte à outils. Et ce qui est dans sa boîte à outils est en fait très très simple et peu érudit. Ces deux instruments, ces deux clés à molette, les deux points de départ qu'il citait à l'envi, et donc Raphaël, avec qui je parlais la semaine dernière, me disait oui, avec ça, on peut faire un monde. Et donc Italo Calvino, absolument, et c'est vrai qu'il y a une poétique de la ville, je l'ai amené, j'ai dans la poche, et qui a une très belle lecture qui permet de ne pas en rester comment dire, à des réponses immédiates, fonctionnelles, utiles, esthétiques, etc. Et se souvenir qu'on doit emmener les gens dans une aventure scénographique, imaginaire, etc. Que c'est aussi notre rôle, quelle que soit notre contingence technique. Les vôtres sont plus savantes, mais nous avons nos contingents. Et la deuxième chose, c'est assez amusant parce que si je l'avais su, je l'avais oublié. Je disais à Raphaël que j'avais envie d'étayer ce propos entre Bordeaux et Nantes d'une chose intéressante sur laquelle j'ai travaillé comme étudiant, hein, c'était un travail de mémoire, sur le cinéma
transformateur de l'imaginaire ou générateur de l'imaginaire des villes. Donc on avait travaillé sur Paris, Rome et New York, et on avait fait une démonstration locale à partir des Demoiselles de Rochefort, toujours le mi-chemin entre Nantes et Bordeaux. Et nous étions montés à Nantes rencontrer Bernard Évin, qui était le décorateur de Jacques Demy, qui était un type absolument merveilleux. Tous ceux qui étaient autour de ce film nous ont reçus, consacré du temps très très généreusement, je garde un sacré souvenir. Et on a regardé comment cette sinistre ville de garnison qui est Rochefort, c'est dans son propre imaginaire et dans l'imaginaire des autres, c'est-à-dire nous, ceux qui y passent rarement, c'est l'identité d'une ville qui a été transformée. Alors, c'est bien sûr un peu évanescent, maintenant peut-être que l'Hermione et le rétablissement de la visite de la Corderie royale en font qu'il y a un autre... je suis en train de dire une ânerie, là, c'est à Rochefort, l'Hermione? Oui. C'est le futur, ce ne serait pas La Rochelle, mais je ne me mélange pas, etc. Bon, alors, ça nous amène à dire que les imaginaires et les mythes des villes, peut-être, mais certainement changent. Alors, je me suis dit, à partir de là, est-ce qu'on peut... oui, pardon, vous avez vu qu'en bas de la diapo précédente, je citais ces autres passions qui étaient Serge Gainsbourg, Barcelone et la fiction. C'était un homme de tauromachie qui était capable de faire 2000 km pour une corrida et de revenir dans la nuit qui suivait, cigare... écharpe au vent, cigare au coin du bec. Donc il avait une passion aussi pour Barcelone. Habile transition, dire que nous posons la question de l'imaginaire dans une ville qui se transforme. Barcelone est une ville totalement saisissante, qui fait du travail de Cerda, qui avec les Champles, donc l'extension de la ville, qui était... pas commenter longuement, moi, il a inventé un modèle urbain assez sensationnel qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Donc l'ensanche, l'unité, qui est l'îlot avec un cœur évidé, extrêmement large, avec des petits évidements dans les angles pour que l'intérieur du coude soit en plus illuminé comme il convient et que ce soit accessible, tout ce qui fonctionne très bien. On n'en touche pas un iota, ça opère encore parfaitement aujourd'hui. Les épanelages qui permettaient aux carrosses de tourner, tout ça fonctionne à pied ou en automobile. Je pense qu'on est tous amoureux de Barcelone ici, donc on l'a pratiqué. Alors il y a un système extrêmement rationnel qui est établi par un ingénieur philanthrope, climatologue, gestionnaire des flux. Et puis, il y a la deuxième composante qui n'a rien à voir, qui se plaque en fait assez rarement sur l'ensanche, parce que c'est plutôt du côté des Ramblas, etc. On se retrouve avec Gaudi. Alors là, moi, je me fais... sans aucune légitimité pour le faire, je me suis dit, tiens, on a le cerveau gauche rationnel et le cerveau droit onirique qui sont là, peut-être qu'une ville a besoin des deux. Là, je fais un petit aparté pour dire qu'on avait eu droit un jour à une conférence d'Henri Gaudin, l'architecte, qui nous avait parlé avec émotion et passion de Venise en disant, alors je me souviens très bien que des termes qu'il avait employés, il parlait de Venise en disant c'est une ville extrêmement féminine avec toutes ces invaginations aqueuses, etc. Mais en fait, une ville, ça a besoin d'être masculin et féminin et ça marche pas sans les campaniles. C'est-à-dire qu'elle est aussi active, etc. Bon, c'était Henri Gaudin. Vous savez, nous les architectes, nous ne sommes pas savants, donc on a le droit de dire des choses. c'est marqué sur le papier. C'est Gaudin, il connaît bien Hildebert, hein, j'ai entendu. Ouais. Bon, voilà. Comme ça. Voilà. Et enfin, on doit dire que peut-être que le cocktail urbain et l'imaginaire urbain a besoin justement de se développer de plusieurs manières simultanées. Et alors, sautant d'un plan hippodamien à l'autre, je suis allé à Manhattan, autre ville qui plaisait aussi à Jacques Ondelat, et j'ai relu New York Délire assez rapidement en diagonale. Donc cette analyse autoritaire, mais de Coulasse. Je dis autoritaire parce que c'est un peu le travers que nous avons, nous.
on fonce avant de vérifier, mais c'est le métier d'architecte qui est... Marc Antoine, je veux dire quand même que tu es franco-américain. Oui. Personne ne le sait. Mais... Personne ne le sait. This was a secret. Oui, je suis déjà. Alors, je passe dans le temps. Alors, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que l'imaginaire de New York, il est considérable, il est polymorphe, il est, comment dire, c'est une succession de calques. On parlait de Palimpseste, c'est une ville qui a changé de plan, de vie politique, etc. C'est une ville à multiples aventures, à multiples cultures. Et ce qu'elle est maintenant, c'est une chose qui s'est générée. Et si j'écoute ou je relis Rem Koolhaas, un peu par génération spontanée, et lui, il met, c'est d'où l'image centrale en haut, il met Coney Island comme vraiment sur une trame hyper rationnelle, comment venir vers, pourquoi Times Square, pourquoi cette force de l'image et du geste, etc. Et lui, il propose la contamination du plan hippodamien par la culture populaire du loisir et de Coney Island. Et dans un premier temps, j'avais fait le montage de cette image en mettant le World Trade Center au-dessus. Et là, il y avait un effet de série qui était apocalyptique. C'était vraiment extrêmement prenant. J'ai mélangé pour ne pas mélanger, parce qu'effectivement, on passait de la liberté éclairant le monde à la fête populaire dans toute sa vulgarité aussi, hein, et ça se finissait dans cette explosion. Dire que aujourd'hui, on a une ville qui a un imaginaire, alors je l'ai fait, pardon, c'est tout en même temps. C'est le cinéma, c'est la littérature, c'est la bouffe, c'est le marathon de New York, c'est tous les événements, les contestations, tout ça, c'est l'imaginaire de New York au fil des années. Alors, je me taisais parce que j'étais en train d'essayer de faire. Giuliani, le maire qui a nettoyé New York et qui en change encore aujourd'hui, une fois de plus, l'imaginaire. Ça veut dire que ça va se jouer sur plein et plein de choses, plein de domaines. Et je pense que les derniers propos s'adressent plutôt au rang du fond, aux étudiants, en disant tiens, nous notre boulot, vous futurs professionnels et puis moi dans l'action, on est obligé dans notre recette, dans notre travail, de tenir compte de la multiplicité de ces références qui peuvent se retrouver de manière visible ou invisible, qui peuvent être juste un chemin de notre pensée dans le projet qu'on produit, et que c'est peut-être parce qu'on a cette diversité de regards, de pensées, de références, on est de facettes, qu'on peut arriver à produire un imaginaire. Et l'imaginaire, à partir du moment où on le met dans un objet, on s'en dépossède parce qu'il appartient aux autres. Et là, je te répète mon propos. Dire que l'imaginaire, c'est quelque chose qui dépasse le lieu, dépasse le groupe, puisque il y a des villes qu'on connaît fort bien et où on n'est jamais allé. Tous, autant qu'on est ici, il y a des villes qui nous fascinent et pourtant, allez, l'an prochain j'y vais, chacun la sienne. Moi c'est Lisbonne, je veux aller à Lisbonne et je ne peux jamais aller à Lisbonne, etc. Et donc l'imaginaire ne repose pas sur le fait d'y être allé, c'est-à-dire qu'il se propage, il est véhiculé. Et chacun se l'approprie, il récupère ce qu'il veut. Je me dis, mon fantasme de Lisbonne, il n'est qu'à moi, il est probablement aussi faux que le vôtre. Ensuite, que les supports soient, on est bien dans ces cultures qui changent aujourd'hui, puisque le numérique vient, lui, à nouveau mettre une nouvelle nappe sur ce qu'est la ville patrimoniale, la ville construite. Et puis enfin, c'est ce que je disais à propos de New York, les temps changent sans arrêt, hein, et l'imaginaire même des villes que nous connaissons, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, n'est plus du tout le même. Cet été, moi, j'ai fait l'expérience de retourner à Berlin où je n'étais pas allé depuis 1988.
Et alors ça change, donc Berlin-Est notamment. Alors effectivement, il y a, et en plus, avec des gens qui y étaient, eux, en 1992, c'est-à-dire au moment où c'est l'apothéose du feu d'artifice, justement, de transgression, etc. Donc on arrivait tous avec des images en tête qui étaient erronées dans un sens ou dans l'autre, et on est encore dans autre chose aujourd'hui. Donc l'imaginaire, il faut accepter que ce soit quelque chose d'extrêmement changeant. Et comme tout est support, alors c'est un peu facilité de dire que oui, le lieu peut le fabriquer. Je pensais au pain de sucre de Rio, sur les canaux de Venise. Chaque ville a son identité corporelle, géographique qui va la constituer. Elle a tout ce qui est de l'ordre atmosphérique. On a des imaginaires, j'ai eu la chance d'être à Tokyo au moment de Amani, des cerisiers en fleurs. Alors ça c'est génial, parce qu'un imaginaire, moi je connaissais les belles images des cerisiers en fleurs, mais c'est un jour, c'est l'équivalent du carnaval chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens ivres morts partout dans la rue, parce que c'est une fête, et puis on avait le Tokyo, à l'hôtel on avait le Tokyo Herald, et ils disaient on a eu que 128 coma éthyliques cette nuit, bon cru, etc. Enfin, donc on voit que tout peut être support, et le jour, au moment où on se mettra à penser à constituer, reconstituer, mettre en lumière l'imaginaire, tout peut être sujet d'imaginaire. Et voilà, quelques mots pour finir, en disant que moi il me semble qu'effectivement il faut, je veux dire, le fait que l'imaginaire il se transforme, il reste toujours des poussières du précédent, donc il y a une sédimentation probablement, et que de temps en temps on va remettre en lumière quelque chose qui est en dessous, que parce qu'il y a une sédimentation et qu'une ville a une histoire, on peut enraciner une nouvelle histoire, une narration dessus, qu'il faut accepter le fait que cet imaginaire il prendra moult formes. Si j'avais mis des images, à propos de Nantes, j'en aurais mis une qui est dans l'imaginaire des Bordelais, parce qu'on a jalousé ça, c'est Royal de Luxe. Et tout à coup, c'est pas du matériel, enfin oui, si c'en est, mais de toute façon, c'est dire que c'est vraiment le vivant, c'est une autre facette, et que c'est tellement important, parce que pour nous, c'est ça, hein, le lieu unique, Royal de Luxe, etc. Et donc, il s'agit de changements permanents, et que je reviens à Jacques Ondelat, il n'y a pas d'imaginaire sans émotion, sans affection, sans façon d'être dans une relation profondément humaine, et que probablement tout ça constitue une culture de l'imaginaire. Merci Marc-Antoine. Question ? Patrick ? Oui. Moi je pensais c'est pas en lien direct à ce que vous avez dit, mais à une publicité qui m'a fait rire au moment où je l'ai vue, qui m'a intéressé ensuite. C'est une publicité pour un instrument de maquillage, je sais pas comment ça s'appelle, pour les cils. Mascara. Voilà. Et dans la légende de la publicité, j'ai vu ça dans un magazine, c'est marqué tellement vrai qu'on dirait des faux. C'est ça intéressant. Puis je pensais aussi à une autre publicité de Samsung qui dit faites plusieurs choses à la fois. Et donc ça contredit l'adage qui nous dit on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc on pourrait prendre une piste interprétative qui supposerait que nous sommes dans une société totalement perverse, puisqu'elle brouille toutes les frontières entre le vrai et le faux, et donne finalement une qualité de vrai à la condition que ça puisse ressembler à du faux. C'est quand même un tour de force extravagant. Donc là, on pourrait dire l'aliénation est radicale. Et on pourrait dire encore que le monde des techniques et de la technologie est un monde en effet qui ne respecte plus l'humain dans sa mesure, puisqu'au fond on lui propose comme service, pour l'adapter à un monde qui soi-disant devrait lui convenir, auquel déjà il faut qu'il s'adapte. On voit bien quelles sont les difficultés à allumer le machin, à trouver la bonne icône, à enregistrer, à dupliquer, etc. On est à apprendre tout le temps, comme si on était en arrière de ce monde technicien. La manière donc de l'utiliser, on pourrait dire donc que ce monde de la technique, lui aussi est une totale aliénation, puisqu'il va nous rendre fous,
à force qu'on se sente dans l'obligation pour suivre le rythme technicien de faire plusieurs choses à la fois, alors que ça n'est pas du tout nécessaire, qu'on n'en a vraiment pas besoin, mais on nous impose finalement tout cela, ce timing. Or, cette lecture n'est pas la mienne. J'en considère la logique, bien fondée, je comprends d'où ça sort, mais il me semble qu'il y a là un point de vue très catastrophé qui passe, ou catastrophiste, hein, qui passe justement à côté de la question des imaginaires, tout se passant comme si on devait laisser l'imaginaire de côté, dans bien de nos réflexions, le confier finalement, par exemple, à des publicitaires, alors qu'ils n'en ont pas la possession, la propriété. Et en fait, on pourrait dire qu'en effet, ça reprend l'exposé tout à l'heure, quid de la césure entre l'artifice et le naturel. L'artificiel est aussi en effet naturel, le naturel est déjà une forme d'artificialité, d'une certaine façon. Donc finalement, la publicité ne nous ment pas, elle ne vient pas nous aliéner, nous faire tout confondre. Nous n'entrons pas dans la période dite du tautisme, comme en parlait Lucien Spez, la tautologie, l'autisme et le totalitarisme. Aussi bien, nous sommes dans une société, en effet, mais c'est certainement pas nouveau non plus. On a toujours tendance à croire qu'il y aura quelque chose de radicalement nouveau là qui vient de se produire, soit pour en être ravi, en disant ça y est, ça commence, soit pour nous en alarmer en disant c'est fini. Et en fait, bon, pas du tout, je crois. Donc, je crois qu'il y a affaire, nous avons affaire aussi avec des multiplicités. Et par conséquent, les imaginaires des villes, sans doute, ont à voir en effet avec des jeux de contradictions, qui sont irréductibles à des modèles uniques. Ils doivent passer nécessairement par la complexité même du plus simple, c'est-à-dire l'habitant, par des sensations qui ne sont pas réductibles à des significations, qu'on ne peut pas produire, dans le mauvais sens du terme, sur un mode artificiel, je pense. En même temps que les artifices, en effet, sont aussi en lien, finalement, avec des émotions qui sont pensées par nous, notre culture que naturelle. Donc ces jeux de superposition, me semble-t-il, disent quelque chose, finalement, d'une véritable complexité des mondes urbains, et je pense que, contrairement à ce qui est dit par certains qui verraient que dans cette période de crise, on doit se limiter, que notre pensée doit se limiter, dans une période, dirais-je aussi, où les sciences humaines elles-mêmes manquent d'imagination, deviennent extraordinairement sérieuses, en quelque sorte résumer finalement une espèce de technicité d'enquête, avec une pauvreté théorique effroyable, une misère conceptuelle, une quasi-nullité. Donc c'est pas totalement anormal non plus que finalement ça n'intéresse plus personne. Les gens ne sont pas cons. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait du vent. En même temps que ce vent est vendu avec beaucoup de sérieux, de morgue et de prétention. C'est effrayant. Le monde universitaire est décalé parce que justement, décalé dans le mauvais sens du terme, à mesure où il n'est plus imaginatif. Nous l'avons été, nous ne le sommes plus. Or, je pense que justement, nous sommes dans une période d'une richesse extraordinaire, où peuvent se produire des choses tout à fait remarquables. Et qu'au plan des connaissances, il n'y a pas des gens qui savent et ceux qui ne sauraient pas, ne me faites pas croire ça. Je pense que nous sommes dans une période extraordinaire, où en effet, nous avons à imaginer, dirais-je, mais pas sur un plan de délire, imaginer à plusieurs voix, eh bien, oui, des façonnages, au sens aussi bien de fiction, au sens, sans les laisser entre les mains, finalement, de gens qui n'ont pas d'imagination, et qui se posturent comme des experts, qui l'on vient demander des rapports, qui ne disent rien, évidemment. Comment améliorer l'université, c'est navrant de voir qui est demandé comme expert et les résultats de ces rapports, qui finissent immédiatement dans les tiroirs derrière. De vagues recommandations un peu stupides, disant que les sciences humaines devraient s'associer aux sciences de médecine, par exemple, des idioties de la sorte, parce que ça n'invente rien. Donc, je crois qu'il y a là, je crois qu'il faut prendre la mesure de l'importance du séminaire auquel nous sommes aujourd'hui convoqués. On a une responsabilité d'une certaine façon, c'est-à-dire ce n'est pas du jeu, on a une responsabilité d'imagination conceptuelle dans une association en effet de compétences, parce que nous avons chacun nos limites. Et je trouve ça remarquable, et donc merci beaucoup pour cet exposé qui nous parle donc de l'acte, de sa fantaisie, de son côté malicieux, et de cette inventivité qui glisse discrètement quelque chose dans l'espace, qui en effet modifie radicalement ce rapport à l'espace, mais
pour autant sans nécessairement le trahir, l'artificialiser, parce que là aussi on pourrait dire il invente une légende, c'est pas bien, enfin, il va faire croire aux gens des bêtises. C'est pas bien de mentir. Hein. Si des gens qui ont une telle responsabilité inscrivent des légendes dans un monde urbain, où est le rapport au réel? Vous voyez, on peut encore dire voilà, on est dans le simulacre, la simulation baudrillardienne, on vient tout sous. Hein. Rien n'a plus d'importance, la télévision peut fonctionner sans spectateur, dans les motels elle est installée en permanence même si les chambres sont vides. Bon. Vous savez, vous connaissez bien cette thèse. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut penser, hein, qu'il y a un imaginaire du voyage dans l'ici, il y a des complexités du dedans et avec le dehors, il y a justement un remaniement d'un certain nombre de critères, le privé, le public, etc., qui structurait une ville à l'ancienne et qui ne fonctionne plus. C'est justement dans ce dysfonctionnement dont on ne peut pas s'alarmer que je crois que nous avons là des voies, des boulevards, j'allais dire, qui sont ouverts pour notre réflexion universitaire. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je vais continuer à t'encenser, en fait, à dire qu'il y a un enchantement, en fait, dans ta présentation. Et ce que tu as dit autour de, comment dire, de Niort, enfin de Rochefort, c'est assez extraordinaire, avec le film de Jacques Demy, quoi. Donc en fait, évidemment, l'enjeu, c'est l'enchantement. Parce qu'on est dans le désenchantement aujourd'hui, quoi. Et donc, trouver la chanson, quoi. Et en fait, tu nous aides, je pense, à trouver la chanson, parce que, en fait, mine de rien, ce que tu nous as dit, là, sur tes petites listes, en fait, ce que tu fais, c'est ce qu'on pourrait appeler une catégorisation du façonnage. Quasiment presque au sens, je dirais, du traité des catégories. Mais alors, Aristote, il fait ce traité des catégories, mais tu fais ton petit traité du façonnage, de tes catégories, d'un construisant, enfin d'un personnage un peu, comment dire, comme tu es, et qui nous pose des questions assez importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une citation? Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif dans lequel il y a des facettes de la référence? Qu'est-ce que c'est qu'imaginaire pour toi? Il faut déconstruire les grandes oppositions collectives, individuelles, matérielles, immatérielles. Derrida, permanent évolutif, Derrida, le travail de la déconstruction était là. Et puis après, tu nous proposes tes catégories, topographie, atmosphère, monde vivant, temporalité, sédiment, racine, hétérogénèse. Et tout ça, en fait, ça me permet, moi, je veux dire, je vais en faire mon miel parce que ça nous permet, en fait, de reprendre ces catégorisations pratiques du façonnage pour essayer, en fait, d'éclairer d'autres manières de faire. Puisque, en fait, on est comme tétanisé par un modèle rationnel, exigeant, celui du marché, quoi, de l'idiot du marché, de la bêtise, du turnover, du flux, etc., etc. Enfin, voilà. Et donc là, vraiment, merci, ça fait bonne idée. Eh bien, très bien. J'ai beaucoup aimé le passage sur la rue Eiffel, là, où vous avez parlé, le lycée Eiffel, parce que finalement, le préfet avait quelque chose qui reflète. Or, on lui a déjà proposé un reflet, puisque c'est brillant, mais il n'a pas vu que c'était un reflet. Du coup, on lui propose du mat, et là, il voit que ça ne reflète plus, parce que c'est le XVIe siècle, avant la reconstruction de Bordeaux. Et je trouve qu'il y a un effet différentiel qui est absolument génial. Je trouve cette histoire super. Je vous remercie.